l'affirmation de la puissance royale en France, de l'héritage romain à la souveraineté incontestable. 1774, c'est la mort de Louis XV, mais on va pas arriver jusqu'à Louis XV. Si j'arrive à arriver jusqu'à Philippe le Bel, c'est déjà bien. Alors, donc, ce sera pas une conférence sur l'histoire de France en soi. Je vais pas vous dire, alors, il y avait Clovis, ensuite, il y a eu ses fils, et ensuite, il y a Philippe le Bel et Charlemagne. Non, on va pas faire ça du tout, hein, c'est pas l'objectif. L'objectif de la conférence, alors, ce sera un plan chronologique, certes, mais on va parler des évolutions politiques et législatives qui ont mené à la France d'Ancien Régime, qui ont fait que, surtout pendant les premières années, pendant la période mérovingienne, la première dynastie franque, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces dynasties-là ont tenu aussi longtemps. Comment est-ce que la monarchie a tenu aussi longtemps? Parce que 496 à 1789, voilà, c'est une exception dans l'histoire européenne. Donc quelques avertissements, hein, vous savez, on est obligé de faire un petit peu des disclaimers aujourd'hui dès qu'on parle sur Internet. Je suis pas un historien. Faut pas prendre, je m'adresse à ceux qui regardent ça sur notre chaîne YouTube. Je suis pas historien, je suis un apprenti historien en devenir. Cette conférence ne peut pas être prise comme une source primaire. On parlera plus tard de la bibliographie. Donc j'ai 4 idées à développer de manière transversale, même si je vais pas réussir à parler de tout. Hein. Première idée, l'Église a permis de renforcer la monarchie. Deuxième idée, le roi est puissant quand il s'affranchit de l'aristocratie et qu'il se rapproche à la fois du peuple et du divin. Je dis bien du divin, pas du pouvoir papal, du divin. Ensuite, la monarchie est puissante quand elle est tempérée. Je sais qu'il y a des gens ici qui aiment bien la monarchie absolue, mais la France n'est pas la plus puissante quand c'est une monarchie absolue. Quand on prend l'histoire de France, en fait, la monarchie absolue, c'est quoi? C'est, on va dire, une partie de la vie de Louis XIV jusqu'à Louis XV. Donc c'est 2 monarques, un monarque et demi. Louis XVI ne se comportait pas du tout comme un monarque absolu, même si dans la loi il l'était. Dernière idée, la France assurait une meilleure représentation à son peuple quand c'était une société de notables. Je vais pas mal interagir avec vous et on va commencer. Premier roi de France. Clovis, qui a remporté la bataille de Tolbiac. La bataille de Tolbiac. En quelle année, ceux qui savent? 483. Non, 496. 96. Et ensuite, qui a décidé de se faire baptiser. Quentin, tu peux passer à la slide suivante, du coup. Qui a décidé de se faire baptiser 2 ans plus tard. Le baptême de Clovis, alors on le situe, ça c'est un peu l'historiographie républicaine, le baptême de Clovis, on le situe comme étant l'événement fondateur de la France, comme quoi c'est à partir de là que la France devient une et indivisible. Sauf qu'en fait, les preuves contemporaines du baptême de Clovis, on en a une seule, c'est une lettre dont la première moitié a cramé. On n'a pas de preuves contemporaines du baptême de Clovis, c'est venu après. On sait que c'est arrivé par exemple avec Grégoire de Tours, qui est une de nos sources principales pour cette période-là. Mais pourquoi? Parce que le baptême de Clovis, c'était pas un événement marquant à l'époque. Tout le monde s'y attendait. Les Français étaient christianisés bien avant les Francs. Justement, on va faire un petit peu de contexte. Donc là, je vous ai mis la carte de la division de la Gaule en 481. Le diapo, je l'ai fait ce matin. Ça, c'est des images de Wikipédia. Soyez pas trop sévères avec moi. On va replacer un petit peu le contexte. Donc c'est la fin de l'Empire romain. Enfin, la fin officielle de l'Empire romain, on va dire. À cette période-là, donc dans ce qu'on appelle la Gaule, petite parenthèse, je vais beaucoup utiliser le mot Gaule. Le mot Gaule, c'est purement géographique. En gros, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme étant plus ou moins la France. Alors que les groupes ethnico-culturels, dans cette partie qu'on considère comme étant la France actuelle, il y en a énormément. On a des Gaulois qu'on appelle des Gaulois belgiques, des Gaulois du Nord, des Gaulois germaniques. On a des Gaulois celtiques, plutôt de l'Ouest, donc c'est des populations qui commencent à être, qui sont romanisées, mais pas trop. Et on a ce qu'on appelle des Gaulois aquitains, donc qui se situent dans toute cette partie jaune. Et c'est un joyeux bordel, donc comment faire pour unifier toutes ces populations? Donc beaucoup de tribus sont soit germaniques, soit gallo-romaines. Les populations gallo-romaines, à l'époque, et sont christianisées depuis le IIIe siècle quasiment. Donc 2 siècles avant la dynastie mérovingienne, les populations sont déjà christianisées. Officiellement, l'Empire romain est chrétien au IVe siècle. À partir du IVe siècle, sous l'Empire romain, si t'es païen, tu peux pas être fonctionnaire, tu peux pas avoir de fonction étatique. Jupiter, Junon, Neptune, tout ça c'est fini depuis longtemps. Le christianisme est religion d'État. Et à l'époque, dans cette Gaule-là, les gens se considèrent toujours comme des citoyens romains.
même après la chute de l'Empire romain qu'on place à peu près à la fin du 5e siècle, les gens se considèrent comme des citoyens romains. Donc Clovis, le roi de plusieurs tribus, une bonne douzaine de tribus qu'on appelle les Francs. Francs d'ailleurs, ça veut dire vaillant. Sauf que ils se sont appelés vaillants parce que c'est des tribus qui se sont rassemblées parce qu'ils avaient perdu énormément de batailles. Du coup, ils se sont rassemblés, ils se sont appelés les vaillants pour faire oublier que c'était un peu des perdants quelque part. Mais les Francs, est-ce que vous savez d'où viennent les Francs géographiquement? Ceux qui ont donné leur nom à la France. La Belgique, exactement. La Belgique. Ceux qui ont fondé la France, c'était les Belges. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc les Francs, ils arrivent à repousser pas mal de leurs ennemis. À la bataille de Tolbiac, donc c'est l'événement fondateur de la France chrétienne, puisque c'est à partir de la bataille de Tolbiac que Clovis décide de se faire baptiser. Encore une fois, c'était pas un événement marquant, tout le monde s'y attendait. Mais par contre, ce qui marque les esprits, c'est la politique expansionniste. Quentin, tu peux passer au diapo suivant. Regardez la politique expansionniste, regardez le royaume des Francs. Ça, c'est en 621. Donc là, on est toujours sous les Mérovingiens. Tout ce qui est en bleu, c'est le royaume des Francs. Et encore, c'est pas encore le moment où le royaume des Francs est le plus étendu. Comme je vous le disais, c'est un monde qui est très christianisé. On a la bataille de Tolbiac, ensuite le baptême constitué entre 498 et 505. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un événement marquant, c'est le début de la dynastie mérovingienne. On a un début d'acculturation germanique par le haut. C'est-à-dire que on a d'un côté des populations gallo-romaines, christianisées, avec des élites lettrées. On a des populations celtiques, romanisées mais pas trop en fonction des territoires. On a les Francs, qui sont l'élite administrative, militaire et politique de l'époque, qui se met d'ailleurs peu à peu à oublier comment parler francique, la langue des Francs. Donc là, on va voir comment s'organise la monarchie concrètement. Donc, les images d'illustration, ça n'a pas trop de rapport avec ce que je dis, c'est juste pour donner un fond illustré. Donc, au niveau de l'organisation pure de la monarchie, comment ça se présente? Le roi, en gros, accorde le mundium, la protection, en échange du banum. Le banum, le droit de ban, ça vient de là. Le fait de bannir quelqu'un, ça vient de banum, cette idée selon laquelle le roi a un pouvoir absolu sur son territoire, le pouvoir de commander. Donc les chefs ou les seigneurs locaux, ils reconnaissent l'autorité du roi, son autorité à exercer le banum. En échange, le roi leur promet la protection, le mundium. Le problème, c'est que on a la culture germanique qui est quand même très présente à l'époque. Les chefs de tribu ne vont pas jurer fidélité à la lignée, ils vont jurer fidélité au roi. Ils vont jurer fidélité à Clovis, mais pas nécessairement à ses fils. Du coup, ça va être un problème. À chaque fois, les Francs, ils vont devoir renouveler les alliances, ils vont devoir renouveler les promesses, puisque comme c'est une culture qui est très guerrière, ça veut pas dire, contrairement à ce que veulent nous faire croire les historiens les historiens de la Renaissance, les historiens du 19e siècle, une culture guerrière, ça veut pas dire que c'était des gens violents qui adoraient se charcuter les uns avec les autres. Non, ça veut dire que c'est une culture qui reconnaît l'honneur. C'est une culture qui reconnaît la force de l'individu. Un individu tire sa légitimité à partir de ses conquêtes. Clovis a réussi à se maintenir roi, à se faire respecter par toutes ses parties, lui et ses fils par la suite, parce qu'il voyait en lui quelqu'un qui était très bon militairement parlant, qui était très fort. Voilà, c'est un peu un culte du chef. Donc voilà, on a ce problème-là. Donc on a un problème géographique. Comment faire pour unir toutes ces tribus-là? Comment faire pour unir des gens qui parlent pas la même langue? Comment faire pour finalement unir des gens qui reconnaissent la légitimité du roi mais pas de son fils? C'est très difficile. Mais il y a un facteur, c'est l'Église, tout simplement. C'est la chrétienté. On a bien évidemment l'héritage romain. Tu peux revenir à la slide d'avant? Ça, c'est une gravure qui a été faite au 9e siècle. Ça a été fait au 9e siècle où, je sais pas s'il y a un truc qui vous turlupine ici. On parle quand même, c'est le Moyen-Âge, c'est le haut Moyen-Âge, et ils sont en toge. Ils sont habillés comme des Romains. Parce que les gens, à l'époque, se considéraient... Vas-y, tu peux passer à la slide d'après, du coup. Non, celle d'avant, du coup. Vas-y, nickel. Ils se considéraient toujours comme des continuateurs de l'Empire romain. L'Empire romain a eu un tel impact, et c'est ce qui a expliqué la stabilité de l'époque, c'est que on a les Visigoths à l'ouest, on a les Burgondes à l'est, on a les Lombards, on a des tribus germaniques. En fait, ce qui a fait la stabilité des Mérovingiens, c'était qu'ils se considéraient comme des descendants spirituels de l'Empire romain.
et qui se considéraient comme étant des garants de la continuité de la chrétienté en Europe. Ils étaient pas aussi violents qu'on veut le croire. Ça, je vais y revenir plus tard. Donc, les rois utilisent la religion pour unifier les barbares, les gallo-romains, le seul point commun entre ces populations-là. Donc, on a l'héritage romain, comme je vous l'ai dit, et également l'Église. Les deux, à l'époque, sont éminemment liés. Tu peux passer à la slide d'après, du coup. Là, on commence à avoir quelques problèmes de succession. Alors, là, ça va être un peu dur à expliquer, puisque là, c'est des querelles entre historiens un peu connards. La question de la succession. Donc, pendant très longtemps, donc jusqu'au 8e siècle, la répartition du royaume France, ça va se faire entre la Neustrie, l'Austrasie, la Burgondie et l'Aquitaine. Pourquoi ces trois territoires? En fait, c'est très simple. Le roi gérait son royaume comme une propriété foncière. C'est-à-dire que il l'utilisait pour l'impôt. En gros, on va lever un impôt pour que ça fasse des ressources pour le royaume. Mais surtout, à chaque fois que le roi meurt, il lègue le royaume à ses fils et il divise le royaume en trois. Donc l'Austrasie, la Neustrie, la Burgondie, ça, Austrasie, ça veut rien dire, ça veut dire royaume de l'Est. C'est comme prendre plusieurs territoires et les appeler les Hauts-de-France. Imaginez ça, ce sera un truc de fou. Hein. Donc, chaque roi partage son royaume entre ses fils, ce qui cause de l'instabilité. Sauf qu'en fait, faut lire le bouquin, un des bouquins principaux que j'ai utilisé, c'est justement sur les Mérovingiens et les Carolingiens, d'un historien qui s'appelle Bruno Dumézil, qui a complètement révolutionné la manière avec laquelle on voit les Mérovingiens. Avant, on les voyait comme étant des barbares, voilà, en gros, ils gèrent le royaume comme un bourgeois qui gérerait des hectares de propriété foncière. En fait, on se rend compte que c'était très habile, parce que le roi, en divisant le royaume en trois, déjà, ça permet de pas faire de jaloux, pas trop marché, vu les guerres fratricides qu'on a eues, mais surtout, c'est pas arbitraire. Il n'y a pas de frontières là, parce que ce serait trop difficile de tracer des frontières exactes de chaque domaine, la Neustrie, l'Austrasie et la Burgondie. Ça serait trop difficile. Il y a des bouts d'Austrasie qui sont dans la Neustrie, il y a des bouts de l'Austrasie qui sont par là et d'autres qui sont plus du côté des Lombards. C'est un bordel. Mais en fait, c'est très stratégique, parce que le roi, au moment de céder cette partie, de céder le royaume, de diviser en trois, il le faisait pas au hasard. À chaque fois, c'était systématique. Chaque fils héritait de deux choses. Une zone à défendre, donc une zone qui est plus fragile, et une zone qui est plus stable, avec une capitale qui peut servir de base arrière. En gros, voilà mon fils, je te passe une région, t'as une capitale qui t'apporte beaucoup d'impôts que tu peux utiliser pour stabiliser ton royaume, et t'as une partie que tu devras défendre. Voilà, donc c'était pas si débile que ça en fait, au contraire, ça a été un gage de grosse stabilité. Mais les historiens ont été très très sévères avec les Mérovingiens pour ça, et même les Carolingiens en mode parce que bon, c'est connu que à l'époque des Mérovingiens, la France est une et indivisible, tout ça, c'est ce genre de mentalité qui fait que ça biaise notre vision de l'histoire. Alors, donc voilà, une capitale et une zone à fortifier, donc l'Austrasie, la Neustrie, la Burgondie. Et surtout, c'est un facteur de stabilité dans le sens où voilà, on a ces trois royaumes. Alors, à part la Bretagne, à part les Bretons qui sont un peu chiants, ces trois royaumes ne vont jamais se considérer comme des entités indépendantes. Jamais. Au contraire. Parce qu'il y a la chrétienté et l'Empire romain. Ils se considèrent comme faisant partie du Dominium Regis, je crois. Le domaine royal. Je ne me souviens plus comment ça se dit en latin. Bref. Donc voilà. On a des éléments culturels qui sont hérités de l'Empire romain. Si je vous disais que sous Charlemagne, on faisait toujours les jeux du cirque, ce que vous me croyez. Pourtant, c'est vrai, on faisait toujours les jeux du cirque sous Charlemagne, parce que c'était un élément de l'Empire romain. Les tenues en toge, comme je vous l'avais dit, le latin comme langue d'écriture et comme langue de communication qui a remplacé le grec. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans l'histoire, les écrits des évangiles, on les a essentiellement grecs parce que c'était la langue de communication de l'époque. Ça a été remplacé par le latin, qui est devenu langue de communication, qui est devenu langue d'écriture, qu'on a toujours gardé. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des termes juridiques qui ont été inventés il y a 10 ans en latin. Donc c'est pour vous dire vraiment l'impact qu'a eu l'Empire romain sur la France. La division du royaume en pagus, en territoire, on a gardé la division de l'Empire romain. Bref, je ne vais pas tout vous lister, hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même une stabilité, une continuité du pouvoir sous les Mérovingiens. Le problème, c'est qu'en interne, le royaume est très très affaibli par la montée de personnalités puissantes. Typiquement, on a une fonction. Alors, bien évidemment, on a le roi. Il y a des historiens comme Bruno Dumézil qui iraient même jusqu'à dire que les rois mérovingiens étaient des empereurs, parce que bon, regardez la taille du domaine.
Je suis pas trop d'accord, mais c'est quand même intéressant comme point de vue. On a le roi, mais à côté de ça, on a un gars qui fait un peu office de Premier ministre. C'est comme un Premier ministre, ça s'appelle le maire du palais. Le maire du palais, c'est un gars qui administre un peu comme le Premier ministre aujourd'hui. Il a une fonction très exécutive, mais il a énormément de pouvoir. C'est un des hommes les plus influents du royaume. Et il y a un maire du palais que tout le monde connaît. Tout le monde connaît son nom et son prénom. C'est le gars qui a viré les musulmans hors de France. C'était Charles Martel, en 732 exactement. Alors que Charles Martel était un bâtard. Et il n'a jamais été roi. Mais Charles Martel était maire du palais. Il a permis aux Carolingiens d'arriver au pouvoir. En 732, il a repoussé les musulmans hors de France, assurant un prestige et confirmant la France comme gardienne de la foi en Europe. Et Quentin, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc là, on va passer aux Carolingiens. J'ai appelé les Carolingiens une dynastie européenne unificatrice dans la chrétienté. Alors, d'abord, le début des Carolingiens. C'est Pépin le Bref, c'est le fils de Charles Martel, que justement Charles Martel, comme il était bâtard, il ne pouvait pas être roi, mais il était princeps. C'est prince, en gros un prince, c'est un titre qui s'est donné lui-même, qui venait, encore une fois, c'est un titre qui vient de l'Empire romain. Il s'est donné ce titre-là, ce qui a fait de lui le gouverneur de facto du roi, alors qu'à côté de ça, on avait des rois, on les appelait les rois fainéants, parce qu'on les accusait enfin les derniers rois mérovingiens, on les accusait d'être des rois fainéants, on les appelait comme ça parce qu'apparemment ils faisaient rien. C'est pas qu'ils faisaient rien, c'est que ils faisaient beaucoup de choses, mais ils écrivaient les actes à la romaine, ils écrivaient ça sur du papyrus, et le papyrus au bout de 40 ans, ça s'effrite, on a quelques papyrus qui sont conservés, donc c'est à cause de la disparition des papyrus qu'on a l'impression que les derniers rois mérovingiens ils faisaient rien. Non, au contraire, si les mérovingiens n'étaient pas aussi habiles, la France d'aujourd'hui n'existerait pas. Donc, alors, on en était où? Alors, les Carolingiens, donc, malheureusement, il y a plein de difficultés. Les Mérovingiens, la chute des Mérovingiens, on peut l'expliquer principalement par le fait qu'il y avait des aristocrates qui décidaient de tout, à la place du roi. Parce que le roi distribuait des terres pour s'acheter la fidélité de ses seigneurs. Il distribuait des terres, distribuait des armures, distribuait un cheval. Un cheval, à l'époque, ça valait aussi cher qu'une terre. Ça n'avait pas de valeur comme ressource. Donc il distribuait beaucoup de choses, ce qui fait il perdait énormément de pouvoir à chaque fois. Et c'est une des raisons de la chute des Mérovingiens. Enfin, la chute des Mérovingiens, c'est beaucoup de facteurs. C'est le fait que les rois n'avaient plus de pouvoir, et c'est Charles Martel aussi, qui était un tacticien de génie, qui a fait tomber les Mérovingiens pour mettre son fils Pépin le Bref. Donc Pépin le Bref est sacré roi en 751. Parenthèse, Pépin le Bref, ça n'a rien à voir avec son règne, c'est juste qu'il était petit. Il disait bref à l'époque, comme nous aujourd'hui, on peut dire quelqu'un de court. Donc il est sacré en 751. Et là, on entre dans un autre critère qui a fait que la France a tenu aussi longtemps en tant que monarchie, le sacre. Donc le sacre, c'est une cérémonie dans une messe où l'évêque officialise la position du roi. Le roi est sur le trône parce que Dieu lui a confié la mission de régner et de rendre la justice sur terre. On a attribué ça aux Carolingiens. C'est les Mérovingiens qui l'ont inventé, enfin qui l'ont consacré, cette idée de défenseur de la foi. C'est à partir de la bataille de Tolbiac que les Francs sont reconnus par l'Église comme étant les défenseurs de la foi en Europe. Mais les Carolingiens vont le consacrer avec, désolé du jeu de mots sans le faire exprès, avec le sacre en 751. C'est une messe qui officialise, qui dit que le roi est sur le trône parce que Dieu lui a confié la mission de régner et de rendre la justice de Dieu sur terre. Donc c'est la communion du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Théoriquement, le sacre, voilà, c'est une cérémonie, je vais vous la détailler après, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de parler du sacre maintenant, parce c'est une cérémonie qui a beaucoup évolué à travers le temps. Mais le sacre fait du roi l'égal des évêques. Je le redis pour ceux qui n'ont peut-être pas tilté. Le roi de France est l'égal des évêques. Les évêques, c'est les successeurs des apôtres. Donc en gros, on est en train de te dire, Pépin le Bref, Matthieu. C'est un peu ça l'idée. On peut en penser ce qu'on veut, hein. Moi, je suis pas en train de dire que c'est mon avis, hein. Je suis en train de dire que c'est comme ça que c'était justifié à l'époque. Le roi de France avait cette importance-là en Europe, pour la chrétienté. Donc on va passer à... Voilà, le sacre, en gros, c'est ce qui donne un prestige inégalé en Europe, enfin même dans le monde, par rapport à la chrétienté. Et justement, qui a été sacré en l'an 800 ? Réponds pas. Qui a été sacré en l'an 800 ? Charlemagne, exactement.
connais trop de trucs, Maxime. Mais Charlemagne, il est sacré couronné empereur d'Occident en l'an 800. Par rapport à notre sujet, bon, il n'y a pas tant de trucs à dire par rapport à Charlemagne, si ce n'est qu'il a professionnalisé l'armée. Il a donné un prestige inégalé. Hein. Là, regardez, en vert, alors c'est pas très clair, mais en vert clair, c'est les territoires qui ont été conquis par Charlemagne. En orange, c'est les pays tributaires. Donc il lui versait un tribut. Donc il est couronné sacré empereur d'Occident, il est sacré empereur romain. Encore une fois, on est à deux dynasties suivantes et les Romains ont toujours un impact, ont toujours un gros impact sur la France. Parce que c'est un peu classique de vouloir dire que la chute de l'Empire romain, voilà, c'est en gros on passe directement aux Mérovingiens. Non, les Mérovingiens et les Carolingiens se voyaient comme les successeurs de l'Empire romain. Donc, sous le règne de Charlemagne, il y a une période de grande stabilité. Niveau économie, tout se passe bien, il y a de moins en moins de gens qui sont pauvres, on arrive à éradiquer des maladies, on arrive à bien manger. Il y a des gens qui parlent de Pax Romana, donc la paix romaine. Ce qui est un peu... c'est bizarre de dire ça parce que les 50 ans des années de règne de Charlemagne, il n'y avait que 3 années où il n'y avait pas de guerre. Il y avait des guerres constamment, le gars il adorait se battre. Mais en fait, on a l'impression que c'est une période de paix parce que les territoires conquis, la moitié des territoires, en fait, ils se rendent avec joie. Ils combattent pas forcément, parce que bon, déjà, c'est Charlemagne, tu vas pas montrer les crocs face à Charlemagne, mais surtout les territoires qui sont conquis gagnent énormément de stabilité. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une période de paix, alors que pas du tout. Charlemagne se marie, alors bien évidemment, il y a les conquêtes militaires, mais il y a aussi les conquêtes diplomatiques. Charlemagne se marie beaucoup, et il a beaucoup de concubines. Pendant longtemps, on a dit, ouais, c'est un gars, il est libidineux, il adore baiser. Non, c'est pas ça. Charlemagne était quelqu'un de très pieux. Il était très pieux, c'est juste que tous les mariages qu'il a fait, c'était diplomatique, c'était pour se rapprocher de certaines familles, parce que c'est beaucoup mieux de faire un mariage plutôt que de faire la guerre. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, avec les succès militaires et diplomatiques, il arrive à soumettre les grands seigneurs à son autorité. Je vous donne une citation de Bruno Dumézil que je trouve assez parlante. En théorie, le pouvoir du roi est faible. En pratique, sa puissance est incontestable. Comme au temps mérovingien, le palais réunit une fois par an l'assemblée des hommes libres, le pledge général. Mais dans les faits, Charlemagne la transforme en simple séance d'enregistrement de ses décisions. Les hommes libres n'ont pas à discuter. Ils ont à approuver la volonté du roi. Je peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît ? Ouais, nickel. Donc Charlemagne solidifie la primauté du roi qui deviendra, plus tard, la souveraineté. À l'époque, la souveraineté n'existe pas. Le roi n'est pas souverain, il est suzerain, il est seigneur de seigneurs. C'est une force intermédiaire. Donc faut pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont appris que suzerain, c'est le seigneur dans la vassalité. C'est des simplifications que vous avez appris au collège. Donc à la mort de Charlemagne, encore une fois, le royaume est divisé en 3. Et là pour le coup, moi je pense que c'était une erreur stratégique. Parce que ça va conduire à pas mal d'instabilité, ce qui est normal. Comment arriver à la cheville de Charlemagne ? C'est impossible. Imagine ton père, c'est Charlemagne. Bah, toi, tu es censé faire pareil. Non, c'est impossible. Donc, les Carolingiens vont très rapidement se casser la gueule. Je vous ai mis la carte de Bretagne parce que la Bretagne, il y a eu plein de cas comme ça, hein, mais la Bretagne, c'était le cas le plus extrême. Pour des questions d'impôts, comme d'habitude à l'époque, Nominoé, donc le duc de Bretagne, arrive à se faire sacrer et déclare l'indépendance du duché de Bretagne. Mais il arrive à se faire sacrer duc et à proclamer l'indépendance du duché. Et les rois ont peur qu'il y ait plein d'autres duchés qui fassent la même chose. Crainte complètement justifiée. En plus, il y a des menaces. Et justement, donc on a le roi Charles le Chauve, qui était chauve, voilà. On a le roi Charles le Chauve qui fait entrer un maximum de grands dans le royaume, autant des laïcs que des religieux, en espérant en faire des intermédiaires de son pouvoir, et il s'est complètement explosé la gueule. S'il y a un moment où la France a failli devenir comme l'Allemagne au XVIe siècle, c'est bien à ce moment-là. C'était un échec sur toute la ligne. Le roi n'arrive, à la fin des Carolingiens, le roi ne peut plus rien faire sans l'accord de l'Assemblée des seigneurs. Aucune décision. J'irai pas jusqu'à le comparer avec la monarchie britannique, puisque bon, il avait quand même un pouvoir militaire et diplomatique, mais on s'en rapproche. Hein. Aucune décision sans l'accord de l'Assemblée des seigneurs. Mais les seigneurs, en l'an 987, ils vont commettre une erreur. Ils vont élire un roi qui s'appelle Hugues Capet. Je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc quelles leçons tirer pour la monarchie ? Là, on peut déjà avoir
on va dire, les limites de cette période-là. C'est un gros morcellement territorial qui s'est transformé en limite à cause de l'affaiblissement de la monarchie. Le roi a fait trop de concessions. Et c'était les débuts de la féodalité. On va y revenir plus tard, mais la féodalité, on l'attache à l'Ancien Régime, alors que c'était une partie de l'histoire de France. Et la féodalité, c'était une épine dans le pied du roi. Et l'Église, justement, a tout fait pour limiter la féodalité, parce que ça a effrité le pouvoir. On avait des menaces de partout. Des Sarrasins au sud, les Vikings, enfin, des Normands, Normands, les hommes du Nord, les Hongrois en Bourgogne et en Lorraine. Ça, je ne savais pas avant de préparer cette conférence. Apparemment, il y a des Hongrois qui ont essayé de prendre la France. Le roi doit donc s'attirer les faveurs des grands seigneurs, donc il perd de son pouvoir. À côté de ça, on a un droit complètement archaïque. Si par exemple, moi, il y a un gars, mon voisin, il bute ma femme. Bah déjà, si je demande pas au seigneur réparation, le gars qui a buté ma femme, il peut se promener toute la journée, il n'y a personne qui va venir l'arrêter. Déjà, ça, c'est un peu bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que alors, le procès, c'est pas là pour dissuader les gens de faire du crime, c'est pas là pour servir l'intérêt général ou servir le peuple, non, c'est juste pour réparer le tort. Donc en gros, tu vas me payer la somme où tu considères que ce que ma femme valait de son vivant. Ouais, si vous pensez que c'est con, c'est parce que ça l'est. Hein. Mais c'était plus pour réparer le tort que réprimer. Et à côté de ça, on avait le roi, justement, c'était quand je vous disais que c'était un suzerain, c'était une puissance médiatrice. Le roi, il avait quand même une carte à jouer. Si les deux parties se mettaient pas d'accord, bah, il y avait la menace de Lord Ali. Lord Ali, en gros, je vous donne, c'est un peu compliqué à expliquer tellement c'est stupide. En fait, moi, je vais me mettre là. On va mettre le gars qui a buté ma femme ici. On va mettre une bassine d'eau bouillante devant moi et devant lui. On va jeter un anneau, donc 2 anneaux dans les 2 bassines. Celui qui arrive à reprendre l'anneau, dans de l'eau bouillante, je précise, bah on considère que c'est lui qui a raison. Du coup, s'il réussit à reprendre l'anneau, il avait raison de buter ma femme. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment complètement irrationnel. Ça montre un peu le côté archaïque du droit à l'époque. Le mode d'Ordalie le plus fréquent, bien évidemment, c'était le duel. Voilà. D'ailleurs, je vous ai mis ça. C'est justement là où il faut quand même un petit peu nuancer. Comme je vous l'ai dit, hein, les historiens ont été très sévères avec les Mérovingiens parce que l'historiographie, les historiens qui ont vraiment commencé à étudier cette période-là, c'était des historiens français du 19e siècle. Or, qu'est-ce qui se passe au 19e siècle ? Le français de base déteste l'allemand de base. Donc les Mérovingiens, qui sont des germaniques, qui, quand tu étudies leurs mots, tu te rends compte qu'ils parlaient quelque chose de très proche du flamand, donc aussi qui est très intelligible avec l'allemand. Bah en fait, ça leur plaisait pas trop, donc ils ont passé des décennies à leur cracher dessus. Ouais, c'est des barbares, c'est des violents. C'est des gars violents, genre regardez, attendez, je vais prendre mon parapluie, ça va être plus facile pour vous indiquer. Regardez ici, bon, ça c'est une représentation qui est contemporaine, hein, mais c'est très parlant. Regardez ici, c'est des armures de fourrure. Alors les gars, après l'Empire romain, ils ont oublié comment tanner du cuir. Et bien sûr, les casques avec des ailes qui étaient très fréquents à l'époque des Gaulois. Le seul truc qui est vrai, par contre, c'est la moustache. Ça, on sait que les Gaulois, ils portaient vraiment des moustaches comme ça, parce que c'est Jules César qui l'a apporté. Des épées qui ressemblent plus à des épées vikings qu'à des épées germaniques, un bouclier qui sont même pas peints, alors qu'à l'époque, si vous voyez les soldats, les guerriers à l'époque, donc ceux qui allaient en guerre, ils portaient tellement de couleurs, on aurait dit des intermittents du spectacle, hein, c'était un truc de fou. Mais du coup, voilà, en gros, faut faire attention. Il y a une manière de raconter l'histoire. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Les faits doivent être replacés dans un contexte, ils doivent être expliqués. Tu ne peux pas prendre un fait historique comme ça, l'isoler, ça n'a aucun sens. Il faut toujours replacer les faits dans leur contexte et il ne faut surtout pas oublier que l'historiographie qu'on a sur les Francs, c'est une historiographie très sévère parce que c'était une historiographie visant à servir le mythe républicain, quelque part. Donc, les Carolingiens s'éteignent entre le 9e et le 10e siècle. Les seigneurs ont totalement pris le pas sur le roi. Ils contrôlent entièrement le royaume et désignent directement le roi. Comme je vous l'ai dit, on va passer à l'élection de Hugues Capet. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante. On va parler du renforcement du pouvoir royal sous la féodalité. Donc, comme je vous l'ai dit, la féodalité, c'est une épine dans le pied des rois de France. C'est un résultat indirect de la politique des Carolingiens consistant à distribuer des terres, des ressources, de l'argent. Le royaume est très appauvri à ce moment-là pour essayer de s'attirer la fidélité des grands
qui au final, d'ailleurs, les grands, les aristocrates, parlons-en, en fonction des années, une fois ils disaient qu'ils étaient burgondes, une fois ils disaient qu'ils étaient francs, une fois ils disaient qu'ils étaient romains, pour échapper à cet impôt-là, pour se mettre sous l'aile de ce seigneur-là. Exactement. Et ça rappelle un comportement qui est celui de nos députés actuels. Aucun parallèle avec la politique actuelle, monsieur. Donc l'explication, bon, pour ceux qui sont jamais, pour ceux qui savent ni lire ni écrire et qui sont jamais allés à l'école, le système féodal se base sur la vassalité. Moi, je suis un seigneur puissant. Je vais te dire, à toi, seigneur moins puissant, de me jurer fidélité. Moi, je jure de te protéger. Ok. Mais en gros, les obligations du seigneur, moi, je dois te faire subsister. Tu vois, je dois te donner de la nourriture et te défendre. Et toi aussi, tu dois me défendre et tu dois me jurer fidélité de manière absolue. Moi, j'ai un droit de vie ou de mort sur ta gueule. Voilà. Et le roi réussit à renforcer son lien avec la vassalité, qui lui permet d'essayer dans un premier temps de renforcer son pouvoir. Parmi les pouvoirs que le seigneur, dont le seigneur dispose, enfin dont le roi dispose essentiellement, le roi, il a un pouvoir de lever une armée. Donc bien évidemment, tous les vassaux qui sont sous son aile, en gros, voilà, t'es mon vassal, t'as une épée, t'as un cheval, tu viens te battre pour moi si je veux me battre contre le seigneur d'à côté. Par contre, c'est pas une question de conscription. Hein. Ceux qu'on envoie à la guerre, ce sont les nobles. La conscription n'existe pas. Les premiers à avoir essayé la conscription, c'était les républicains, et ça a donné la chouannerie et les guerres de Vendée. Parce que cette idée que, vas-y, t'es dans ton champ comme ça en train de cultiver ta terre, et viens, je vais te passer un fusil, tu vas te battre, allez, vas-y. Non, ça n'existait pas. C'était complètement... Mais par contre, les gens, quand même, ils appréciaient leur seigneur. Ils appréciaient leurs notables, ça dépend, mais en général, ils obéissaient à son autorité. Donc, le seigneur, le roi, pouvait équiper les manants, les gens qui sont pas nobles, les roturiers, les paysans. Il pouvait les équiper, leur dire attention, il va peut-être une armée qui va venir et peut-être que je serai pas là pour vous défendre. Donc, faudra bien vous défendre. Voilà, en gros, il peut lever une armée défensive. Il peut lever une garnison quelque part. Et ça n'a jamais vraiment posé de problème. Les Carolingiens, ils avaient introduit le serment. Le vassal jure désormais sur des livres saints. Avant, le vassal, il jurait sur des armes. Maintenant, il jure sur des livres saints grâce à l'impulsion de l'Église. Sauf que ces engagements perdent de leur importance. Les seigneurs se tournent tout simplement vers le seigneur le plus offrant. Donc on voit un affaiblissement, les obligations du vassal deviennent en fait des simples pactes de non-agression. En fait, le système féodal se casse la gueule parce qu'il y a tellement de seigneurs qui font des pactes, qui font des serments les uns avec les autres, qu'au final, les seigneurs se retrouvent tous plus ou moins au même niveau, et ce qui fait que ça se transforme plus en pacte de non-agression, du genre, je te jure fidélité, mais juste pour pas que tu me casses la gueule, et je te promets de pas te casser la gueule toi aussi. Ça devient ça, parce que la vassalité se développe beaucoup trop. En plus, le royaume s'est beaucoup rétréci, le roi n'est pas souverain, mais il est juste suzerain, il est une autorité médiatrice. Et un truc qu'on a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui, mais il y a des seigneurs qui refusent de porter allégeance au roi. Le roi, à chaque fois, il convoque les seigneurs pour lui rendre hommage. Il y a des seigneurs qui veulent pas. La Normandie, la Bourgogne, le comté de Toulouse aussi, des fois, qui peut être assez réfractaire. La rupture, c'est sous Louis VI, donc le 5e roi capétien au XIIe siècle, qui élimine les seigneurs dissidents. Il leur confisque leurs terres, il s'impose par la force à ses vassaux pour qu'ils remplissent leurs obligations féodales. En gros, soit tu m'obéis quand je te dis d'aller te battre pour le seigneur d'à côté, et tu payes l'impôt et tu viens me rendre hommage, soit je te zigouille et je te confisque toutes tes terres. C'est très Charlemagne, ça, comme manière d'agir. Et là, on parle des Capétiens. Justement, tu peux passer à la slide d'après ? Alors, donc sous les Capétiens, on observe un renforcement du rôle de l'Église. L'Église permettra de solidifier la légitimité du roi, comme je vous l'ai dit, représentant de Dieu sur terre. Et là, on peut détailler un peu le sacre, parce que c'est à partir de ces périodes-là, c'est vraiment sous les Capétiens que le sacre prend tout son sens. Donc, numéro 1, première étape, le sacre est fait pendant une messe où le clergé, les aristocrates et le peuple approuvent le roi, en l'acclamant, de manière purement symbolique. Parce que à partir des petits-fils de Clovis, c'était des assemblées d'aristocrates qui élisaient le roi. Sous les Carolingiens aussi. Mais là, désormais, cette élection, elle est purement symbolique. Et en plus, c'est pas seulement les aristos qui élisent le roi. C'est également le clergé et également les notables qui représentent le peuple. Je peux utiliser l'expression tiers-état. Je déteste cette expression parce qu'en gros, le tiers-état, ça veut littéralement dire tous les autres. En fait.
Alors les gens qui sont pas nobles, qui sont pas membres du clergé, je déteste cette expression. Donc je vais plutôt utiliser le terme le peuple. Donc le sacre, c'est fait pendant une messe où on approuve le roi de manière symbolique. Ensuite, le clergé confère au roi les dons du Saint-Esprit, par exemple le pouvoir de guérir les malades en les touchant. L'archevêque glisse l'anneau au doigt du roi, symbole de son alliance avec le peuple. Pas une alliance avec l'Église, parce que il est l'Église. Il représente Dieu sur terre. Il n'y a pas d'alliance à faire. Il est roi, il représente Dieu sur terre. C'est comme ça. Quatrième étape, il lui remet le glaive pour combattre les ennemis de la foi. Il lui donne un glaive justement parce qu'à l'époque, encore, on est toujours sous l'influence des Romains. On attaque avec une lance, on se défend avec un glaive. Donc là, c'est là où il y a cette petite nuance qui, malgré tout, reste très symbolique. On lui donne la couronne, le symbole royal absolu, le sceptre, qui symbolise la puissance, et la main de justice. Ensuite, les grands défilent pour lui rendre hommage. Comme je vous l'avais dit, ceux qui veulent pas, petite guerre défensive contre eux. Le roi communie dans l'Eucharistie pour faire la communion avec le Christ, et ensuite le roi devient l'égal des évêques. Donc, le sacre permet de donner un prestige inégalé au roi de France. Il y a des périodes où le roi de France, en tant que représentant de la chrétienté, était beaucoup plus populaire que le pape lui-même. C'est pas rien quand même, et ça, justement, c'est grâce au sacre. Les Capétiens pourront établir la primogéniture. Alors, on est 9e, 10e siècle. UKP, c'est en 987. Pendant 5 siècles, cette idée que ça va être le fils aîné, mâle, qui va reprendre la couronne, ça n'existe pas. La tête des gens, tout simplement, ça n'existe pas. Parce que on jurait fidélité au roi, mais pas à son fils. Celui qui va changer la donne, c'est UKP, parce qu'il se fait sacrer, mais immédiatement après, il doit aller en guerre contre les Arabes au sud. Il sacre son fils. En gros, il dit bon les gars, on vient de m'élire roi, ça sert à rien de rassembler une autre assemblée pour élire un autre roi. Je vais sacrer mon fils de mon vivant. Juste au cas où, pour avoir un remplaçant, c'est juste comme ça. Bon allez, je vais aller combattre les Arabes, et ça fait jurisprudence. Parce qu'il y a la coutume à l'époque. On fait quelque chose, on continue à le faire parce que ça marche. Et comme ça marchait très bien, la primogéniture a été établie. Désormais, tous les rois de France, ils vont donner le trône à leur fils aîné, par pure coutume. Ce n'était pas évident. C'est pas quelque chose de naturel. Aujourd'hui, pour nous, c'est naturel, mais à l'époque, ça l'était pas. Donc c'est très habile. Parce que c'est une pratique qui est conservée jusqu'en 1180. Jusqu'en 1180, le roi il dit t'inquiète frère, je vais sacrer mon fils de mon vivant juste au cas où je meurs comme ça. Et au final, c'est devenu une coutume parce que les gens se rendaient compte que déjà le roi était plus populaire. Parce que même dans la tête des gens, le fait que ça soit le fils du roi, ça lui donne déjà une légitimité. Et c'est un gage de stabilité. Donc après cette date, les fils seront plus sacrés du vivant, mais après la mort de leur père, puisque la filiation est devenue automatique. Il y a une période que les historiens appellent le miracle capétien. C'est que justement, un des bienfaits de la filiation, c'est que ça assurait de la stabilité. Tous les fils capétiens directs étaient des excellents rois. Tous. Les directs. Et ils ont été capables de prendre le pouvoir, d'instaurer une meilleure stabilité que les précédentes familles. On a Louis XI en 1124 qui déclare qu'il n'est plus dépendant de personne, que la seule puissance qui lui est supérieure est celle de Dieu. Ça va même être affirmé par le pape Innocent III dans la décrétale, attention, Per Venerabilem, qui affirme que le roi de France n'est soumis à aucune puissance temporelle. Au XIIIe siècle d'ailleurs, le roi Saint-Louis interdit les guerres privées. Désormais, seule l'armée du domaine royal peut attaquer un autre seigneur. Et bien évidemment, c'est l'Église qui l'a poussé à prendre cette décision. Et c'est pas plus mal, puisque c'est une période qui avait besoin, où on avait une certaine prospérité économique. On a réussi à avoir, grâce à toutes ces mesures qui ont permis une stabilité, on a réussi à avoir une prospérité politique. Là, l'affirmation du pouvoir royal, donc le XIIIe, XVIe siècle, d'après moi, c'est l'âge d'or de la monarchie en France. On a l'apparition de ce qu'on va appeler la souveraineté. Donc durant cette période, le roi affirme sa souveraineté, donc c'est sa capacité de commander à tous les niveaux. En droit, la souveraineté, c'est la capacité pleine, entière et exclusive. C'est-à-dire, j'ai des frontières, je fais ce que je veux. C'est le roi de France qui l'a établi. Et il l'a établi en faisant la guerre à des seigneurs réfractaires. Il recourt beaucoup à la guerre. En 1909, par exemple, on a la croisade contre les Albigeois, les Cathares. Alors,
Vous m'excuserez, je saurais pas vous expliquer l'hérésie cathare parce que pour faire les recherches pour cette conférence, j'ai essayé de comprendre, j'y suis pas arrivé. En fait, c'est tellement stupide que j'arrive pas à comprendre vraiment. Vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y. En gros, simplement, la chair est créée par Satan, enfin, le simplifie. Par conséquent, tout doit être fait pour s'en extraire. Sauf que comme vous en avez qui sont, on va dire, inférieurs aux autres, ils font ce qu'ils veulent avec leur chair. Et il y en a d'autres qui sont les élus, qui eux ne peuvent rien faire avec. Donc il y en a qui vivent comme des moines, et puis il y en a qui vivent comme des décadents. Ok. Et puis, quand vous êtes trop vieux, vous n'avez plus la capacité à comprendre toute la théologie cathare qui est déjà compliquée, hein. Et du coup, on vous donne pas à manger. Et avant ça, vous lisez l'évangile de Jean, comme ça vous êtes sauvés. Ok. Donc voilà. Bah c'est ça. Merci Ambroise du coup pour cette explication parce que ça confirme ce que je dis. C'est tellement débile que ça veut pas rentrer dans ma tête. Il y a aussi une histoire de, en fait, il y a un dieu du bien et il y a un dieu du mal. Et en fait, Jésus c'était un ange du dieu du bien. Ils sont manichéens. Ouais, exactement. Mais c'est stupide. Mais je me dis, mais comment ça a vraiment marché de fou, hein. Parce que du coup, en 1909, on a le pape qui lance la croisade contre les Albigeois, qui est lancée essentiellement à l'égard du roi de France, pour lui dire, s'il te plaît, essaie de faire quelque chose contre cette hérésie parce que ça gagne du terrain. Donc, le roi destitue Raymond VI de Toulouse, qui était sympathisant cathare, au profit de Simon de Montfort, un des chefs de la croisade qui s'est démarqué par ses faits d'armes. Ensuite, on a un exemple en 436 où Charles VII reprend Paris aux Anglais et en 1450, grâce à l'intervention de Sainte Jeanne d'Arc, la Normandie anglaise redevient française. Je pouvais pas faire une conférence ducale sans parler de Jeanne d'Arc. Hein, donc voilà, le roi fait quand même pas mal de guerres pour vraiment renforcer sa souveraineté. C'est un moment où le roi de France, et ça c'est purement conscient, hein, c'est pas des évolutions naturelles de la politique française. Non, il y a rien de naturel. C'est des décisions que les rois de France prennent parce que ils savent que ce qui est important, c'est l'unité du royaume qui est déjà assurée, l'unité du peuple est assurée par la chrétienté, mais il faut l'unité politique et l'unité territoriale. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où cette putain de frontière ici à droite a changé. C'est un truc de fou. Et même à l'intérieur, parce que des fois, tu avais des duchés qui se déclaraient indépendants, mais le roi hésitait à aller les charcuter parce que c'était le carême. Mais c'était... c'est vrai. Donc le roi soumet les seigneurs à son pouvoir pour devenir suzerain de tout le monde par l'hommage lige. Le vassal rend hommage à son seigneur, mais au roi, on lui rend un hommage lige. Donc hommage lige, comme ça s'écrit, c'est en gros pour dire, c'est un hommage qui passe par-dessus tous les autres. C'est un hommage prioritaire. Parce que c'est un hommage aux représentants de Dieu sur terre, c'est pas n'importe quel souverain. Même s'il y a des périodes où il y avait des seigneurs qui étaient plus riches que le roi, il y avait des périodes où il y avait des seigneurs qui avaient des palais qui étaient plus beaux que celui du roi, mais c'est le roi de France. C'est le représentant de Dieu sur terre, c'est l'Église qui l'a décidé. Donc on respecte la volonté de l'Église, on respecte la volonté de Dieu. C'est comme ça que les gens pensaient à l'époque. Cette idée selon laquelle le français de base, c'était un pégu qui passait son temps sur son champ, qui voyait jamais son seigneur, qui s'en foutait, c'est complètement faux. Les gens avaient conscience d'être français. Ils avaient conscience de... C'est pas la Révolution qui a apporté cette idée d'être français. Au contraire, les gens, ils savaient qu'ils étaient sous l'autorité du roi de France, ils venaient le voir au moins une fois par an. Donc voilà, le roi de France, il rattache les territoires à son domaine. Voilà, en gros, il permet de réparer toutes les erreurs qui ont été faites pendant les Carolingiens. Et le roi respecte les coutumes locales. Le roi fait en sorte... il n'y a pas cette idée qu'on va transformer tout le monde en citoyen français qui parle français et qui connaît le récit de la France. Ça, c'est la Révolution qui l'a apporté. Ça n'existe pas. À partir du moment où le roi annexe un territoire, c'est la dernière des choses à faire que de forcer les gens à parler la langue du pays, à arrêter de parler leur langue locale. Ce qui fait que ça faisait certaines inégalités entre les territoires, par exemple en termes d'impôts, mais bon, il n'y avait pas de libre-échange à l'époque, donc c'est pas très important. Enfin, les gens... Et moi, je vous dis ça maintenant, parce qu'on a eu la République qui est passée par là, mais à l'époque, tu aurais dit ça à quelqu'un, il t'aurait dit « ouais, et alors ?» C'est normal, c'est la moindre des choses, en fait, de respecter la culture des gens. Et pourtant, il y avait quand même cette unité, il y avait quand même une certaine stabilité. Voilà, donc paradoxalement, le pouvoir royal s'en est retrouvé renforcé puisque ça permet de pacifier les régions. L'Église permet également de pacifier le pays en restreignant la guerre. Alors, on a une citation de Vincent Millot et Philippe Minard qui ont écrit un livre sur l'Ancien Régime. Il y a une citation que je trouve très parlante.
Le christianisme infuse et informe toutes les conduites sociales, au point que cela n'a aucun sens de vouloir distinguer entre une sphère religieuse et une sphère laïque. Jésus est partout, sur les façades des maisons, sur les toits, sur les rues. Il y a des représentations de la Vierge Marie partout. La société est entièrement christianisée et c'est la christianisation de la société qui a permis de faire tenir la France aussi longtemps. La France est le pays en Europe qui a le plus résisté à la réforme et c'est pas pour rien. Les lois du pape permettent de pacifier les conflits. On a un concept qui a, sur lequel des bibliothèques de bouquins ont été écrites. Il y en a deux, c'est la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu, ça a été instauré par l'Église, c'est l'idée selon laquelle un noble qui n'est pas apte au combat ne peut pas aller se battre. La trêve de Dieu, c'est pendant les jours saints, les jours de fête, pas de guerre, interdit. Sinon, tu es excommunié d'office. Le carême, la Pentecôte, la période pascale, alors ça dépend. Il y a je vous ai mis les régions qui ont le plus participé à la trêve de Dieu. La quarantaine aussi, en gros. Tu me déclares la guerre, parce que t'es un connard. Moi, je te déclare la guerre moi aussi. En fait, on doit attendre 40 jours avant de s'attaquer. Et ça permet justement de trouver une solution à l'amiable, pour pas qu'on se casse la gueule. Parce que l'Église veut faire en sorte que les chrétiens se tuent le moins possible. C'est un idéal, bien sûr, que les chrétiens sont toujours charcutés, malheureusement. Donc ça, c'est les lois du pape qui permettent de pacifier les conflits. Tu peux passer à la slide suivante ? Nickel. Sauf que la souveraineté, la France, et je pense qu'on va s'arrêter à Philippe le Bel. La souveraineté a été acquise justement en s'affranchissant du pouvoir du pape. Il y a eu un conflit, en gros, je vous refais l'historique. En 1296, le pape Boniface VIII interdit au roi de France de lever l'impôt sur le clergé sans l'autorisation du pape. Bien évidemment, c'est Philippe le Bel. C'est un des rois les plus implacables de la République. Il y a même des gens, Philippe le Bel, qui le trouvaient bizarre, parce qu'apparemment, il est tout le temps de marbre. Quoi ? Oui, t'as dit la République. les cartes de la République. Non mais sérieux, c'est bon. Autant qu'on m'excommunie tout de suite, là, c'est bon. La monarchie, monsieur dame. Donc Philippe le Bel, c'est un roi que les gens trouvaient bizarre, parce qu'apparemment, c'était un gars qui était vraiment de marbre, très implacable, très sévère. Donc, à partir du moment où le pape lui dit t'as pas le droit de lever l'impôt sans mon accord, Philippe le Bel, il interdit toute sortie d'argent du royaume. Voilà, sachant que la France, c'est un pays qui fait vivre les régions aux alentours. Du coup, Philippe le Bel lui dit ah ouais, ok, c'est comme ça, il y a plus d'argent qui va sortir. Du coup, immédiatement après, le pape cède. Donc, il accepte le fait que Philippe le Bel puisse faire ce qu'il veut, sauf que en 1301, le pape menace le roi de jugement. Menacer quelqu'un de jugement par le pape, c'est en gros, tu vas peut-être être excommunié. Ouais. Donc, il y a une lutte entre le pape et la royauté qui commence. En 1302, Philippe le Bel fait quelque chose, ça va peut-être vous étonner si je vous dis ça. En fait, c'est plus subtil que ça. Hein. Le pape essaie, à ces périodes-là, en tout cas Boniface VIII, il essaie d'être plus... il sait que tout le monde en France est chrétien, il sait que tout le monde en France est... vraiment chrétien dans le sens où c'est un peu ses sujets, donc il essaie d'être plus important que le roi. Ça va être le seul pape à le faire. Sachant que le pape avant lui, il a dit au roi, t'es au-dessus. Et le pape après lui a dit la même chose au roi. Donc Boniface VIII, c'était une exception. Hein. Je respecte l'infaillibilité pontificale, mais les contemporains de Boniface VIII ne l'appréciaient pas. Apparemment, il était hautain, il se mêlait d'affaires qui ne le regardaient pas. Typiquement, il n'avait pas à dire ça. À dire t'as pas le droit de lever l'impôt sans mon accord. C'est pas le rôle de l'Église. Donc, en 1302, Philippe le Bel va convoquer les États généraux. Quand je vous dis États généraux, vous pensez à la Révolution. Merci la propagande républicaine. Mais les États généraux, en gros, le roi veut s'assurer que tout le monde le soutient. Bien évidemment, il convoque la noblesse, mais ça, c'est tout naturel. Hein. Quand t'as Philippe le Bel face à toi, il t'envoie une lettre, il te dit tu viens. Le clergé aussi. Et le peuple. Le peuple est représenté à travers les notables. Petite parenthèse pour expliquer ce que c'est que les notables, parce que pendant un millénaire, quasiment, ça va être les notables qui vont être au cœur de la politique du village en France. Un notable, dans un village ou dans une paroisse, ça va être le gars qui sait très bien lire, qui sait très bien écrire, qui est médecin, avocat, on dit plutôt légiste à cette époque, qui va être un homme de lettres, un docteur, quelqu'un qui est instruit et qui peut
et qui sert de médiateur entre le roi et le peuple. Parce que c'est un gars qui a beaucoup de charisme, c'est un gars que les gens écoutent. Il est plus riche, mais c'est pas de là d'où il tire sa légitimité. Il tire sa légitimité du fait qu'il est instruit, qu'il est plus proche. En fait, il est à mi-chemin entre les deux mondes, entre le peuple et le pouvoir. Et ça va être les notables qui vont être au cœur de la politique du village en France pendant très longtemps. Et justement, c'est les notables que le roi convoque aux États généraux. Donc Philippe le Bel convoque les États généraux parce qu'il veut être sûr que tout le monde le soutient. Et en effet, il n'est pas surpris parce que c'est Philippe le Bel, il n'est pas surpris, mais tout le monde le soutient, y compris le clergé. Donc un très long conflit entre le roi et le pape, qui s'achève bien évidemment avec la victoire de Philippe le Bel qui rentre avec son armée dans la salle du trône du pape Boniface VIII. Boniface VIII, il s'incline comme ça, pas pour s'incliner devant le roi, mais pour dire vas-y, voilà mon coup, vas-y, coupe-moi la tête. Il le fait pas, au final, bien évidemment, parce que t'imagines tu assassines le pape. Alors faut inventer un nouveau niveau de l'enfer juste pour toi. Donc bien évidemment, il le fait pas. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui l'ont fait. Ah ouais, il y en a qui l'ont fait, bah prions pour leur âme. Mais donc c'est un très long conflit. Alors c'est entre 1301 et 1311, c'est 10 ans. Peut-être que c'est rien à l'époque, mais dans un conflit papal, c'est gigantesque, 10 ans. C'est trop. Mais heureusement, en 1311, on a un nouveau pape, Clément V, qui pacifie les relations et qui reconnaît que Philippe le Bel avait bien agi. Donc il lève les sanctions, sachant que Philippe le Bel, il avait envoyé son chancelier. Son chancelier avait baffé le pape. Et du coup, le pape l'avait excommunié immédiatement. Alors, il avait prononcé l'excommunion immédiatement. Clément V a levé toutes ses décisions en disant, en gros, il ne s'est pas excusé, mais c'était... C'est Nogaret qui l'a frappé. C'est Nogaret, Guillaume. Ouais, Nogaret, exactement. Il s'est pas excusé, parce que le pape ne s'excuse pas, mais c'était la chose la plus proche qu'on pouvait avoir d'une demande d'excuse. Et justement, les relations à cette période-là, les relations entre la France et la papauté sont tellement bonnes que le pape va s'installer à Avignon jusqu'en 1377. Le Vatican, c'était à Avignon. Faites ce que vous voulez de cette information. C'est pour vous dire le poids de l'Église en France à l'époque. Donc la conclusion de l'affaire entre Philippe le Bel et Boniface VIII, c'est que l'Europe entière comprend qu'il ne faut pas essayer de jouer au plus fort avec le roi de France. On le savait déjà, mais là c'est une affirmation supplémentaire. Le roi de France tire sa légitimité de Dieu. Personne ne peut essayer de faire le plus malin. Philippe le Bel, Philippe le Bel, c'est lui qui a instauré la souveraineté. Il s'est pas dit oh, il y a un concept trop bien, je vais l'appliquer. Non, c'est pas ça, c'est que il a donné le pouvoir qu'il avait, il a donné énormément de pouvoir à la monarchie justement, ce qui a permis de la stabiliser pendant des décennies. On va pas revenir là-dessus, hein, là on s'éloigne un petit peu, mais bon, en fait, tu as raison d'évoquer les Templiers, parce qu'en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre que le roi de France a énormément renforcé son pouvoir, parce que ça, 2 générations avant, ça aurait été inacceptable. Et les gens, ils le savaient, hein, le Philippe le Bel, bon, il l'appelait le Bel parce que quand il était jeune, il était BG, apparemment. Ouais. Les goûts de l'époque. Bon, ouais, c'est ça, bon, les goûts, les époques, voilà, ça se... Mais c'était un roi implacable. Ça, c'est une représentation postérieure, c'est pas ça complète. Ah oui, non, c'est postérieur, ça. On sait à quoi il ressemble parce qu'on a sa tombe où il est, je sais pas comment ça s'appelle quand on représente la tête. Oui, son masque mortuaire, exactement, on l'a. Donc on sait à quoi il ressemble. Quand il était vieux, mais non, il ressemblait pas à ça. Et il était pas beau. En vrai, qu'on se le dise. C'est peut-être plus beau que la plupart des gens de l'époque. Ouais, c'est vrai. Peut-être, sûrement. En tout cas, il avait l'air en très bonne santé, ce qui est déjà bien. Donc voilà, bref, on va par rapport à cette histoire, le roi détient son pouvoir directement de Dieu. Il n'a donc aucun concurrent direct dans le temporel, y compris le pape. Quoi ? Hein ? Je dis même le pape, du coup. Bah même le pape. Ouais, parce que le pape, alors, faut faire très attention, hein, le pape, il a l'infaillibilité pontificale, certes, mais l'infaillibilité pontificale, c'est uniquement quand il s'exprime pour des affaires de la foi. Théologie. Ça, je le savais pas. Je le savais pas, mais c'est pour ça que, l'infaillibilité n'est pas absolue. Ah oui, non, mais à l'époque, c'était pas défini comme dogme. Mais par contre, les gens, ils avaient pas besoin de dogme, en fait. Ils en avaient pas besoin, parce que c'était le pape, tu vois. Tout ce qu'il dit, les gens considéraient déjà qu'il avait une infaillibilité sans pour autant que ça soit décrit comme tel. Mais bon, en gros, le pape est choisi parmi les hommes, pas parmi les anges. C'est pour ça que,
des fois, il peut être pas très habile. Tout parallèle avec l'actualité serait fortuit. Alors, dernière partie, du coup, Quentin, tu peux passer à la slide. La consécration de la permanence de la couronne. Alors là, je vais lister quelques petites choses qui sont... c'est une continuation directe de ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de reine en France? Enfin, jamais eu de reine sacrée reine en France. Est-ce que vous savez? La réponse, elle est très conne. Hein? Oui, sauf que la loi salique, elle est issue de la coutume. Mais la coutume, elle n'est pas issue de rien, contrairement à ce que les modernistes aimeraient te faire croire. La tradition, c'est pas la coutume, la tradition, ce n'est pas simplement faire des trucs parce qu'on les faisait avant. Non, la tradition, c'est faire des choses parce qu'elles fonctionnent et que ça permet de faire tenir le royaume. Il n'y a jamais eu de femme sacrée roi de France, tout simplement parce qu'on ne voulait pas qu'elle se marie avec quelqu'un qui devienne roi. Tout simplement. La guerre de 100 ans, c'était l'Angleterre qui essayait d'avoir le trône de France. Et donc voilà, c'est pour vous donner pour vous donner une idée. Le roi doit être catholique. Encore une fois, d'après vous, pourquoi est-ce que le roi doit être catholique? C'est tout con. Non, c'est plus con que ça. C'est son attachement quand même à l'Église. Bah, Parce que même s'il est tout puissant par rapport à l'autorité de l'Église, il y a quand même un lien. Parce que S'il n'y a plus de catholicisme, il n'y a plus de royaume. Parce que c'est c'est ça, la la société légitimité. par Ouais. excellence. Ouais. Le roi tient son pouvoir de Dieu, de l'Église. Ouais, c'est ça. Il a pas ce besoin. Mais c'est pour éviter... Le fait que le roi doit être catholique, c'est le XVIe siècle que c'est établi. Hein. C'est très tard. C'est après les guerres de religion. Ah bah oui. Exactement. Bah oui, c'est pour éviter les guerres de religion. C'est la reine maître. Franchement, je sais pas. J'ai niveau législatif, je suis une bille par rapport à l'ancien régime. Henri IV de Navarre, qui est redevenu catholique pour se faire sacrer en 1594, c'est devenu la coutume. Voilà. Vraiment, il y a des choses, faut pas chercher super loin. Il y a des choses, on les fait parce que ça marche, parce que ça permet de. En fait, c'est ça le. C'est La- vérifié à travers le temps. Exactement. En fait, c'est une espèce d'empirisme administratif où, en gros, tu associes la tradition de tes ancêtres. Bon, tu fais ce que tes ancêtres faisaient parce que tu les respectes, mais parce que les ancêtres ont fait ça pendant longtemps. Pourquoi ils l'ont fait pendant longtemps? Parce que ça marchait. Pourquoi on changerait? Exactement, c'est ça. Alors regarde, par exemple, je veux un truc tout con. Pourquoi est-ce que ça fait 4000 ans que les chaises, c'est comme ça, en gros, on s'assoit dessus pourquoi elles ont 4 pieds? Ouais, pourquoi elles ont pas 5 pieds? Parce que ça marche. Le roi doit être un homme, le roi doit être catholique. Donc si jamais vous avez des gens qui vous disent pourquoi il n'y a pas eu de femmes reines de France, déjà si, il y a eu des femmes reines de France, c'est juste qu'elles étaient régentes, elles n'étaient pas sacrées. Donc vous pouvez leur dire, c'est tout simplement pour éviter les mariages, le roi doit être catholique pour éviter les conflits religieux, et la continuité royale surtout. Alors là pour la continuité royale, donc c'est en plein dans les guerres de religion, les guerres de 100 ans, en fait c'est toute cette période d'instabilité. On a en 1422 le roi Charles VI qui meurt. Le roi Charles VI est complètement fou. Il est tellement fou qu'il signe le traité de Troyes en 1420 qui donne la couronne de France au roi d'Angleterre. Imaginez ça. Vas-y, contrat, tu signes là, le royaume de France il est à toi. Le royaume de France, c'est la première puissance. Hein? Non, oui, pardon. La couronne de France, enfin la France à l'époque, c'était la première puissance au monde. Ensuite, on a donc l'héritier, Ah oui. l'héritier de la couronne, l'héritier légitime de la couronne. Charles VII, bien évidemment, conteste le traité et grâce à l'intervention de Sainte Jeanne d'Arc, que vous pouvez voir ici, il se fait sacrer à Reims en 1429. Il déclare bien évidemment que le traité de Troyes est caduc. Les armées françaises reprennent peu à peu le pays. Tout ce qui est en rouge, c'était anglais. Hein. On était à ça. C'est pour ça qu'on donne énormément d'importance à Sainte Jeanne d'Arc dans l'histoire de France. Donc ça donne ce qu'on appelle la théorie statutaire, qui a été établie par le légiste Jean de Terre-Vermeil. En gros, c'était... Il y a personne qui fait du droit ici? Non? Ouais. Donc c'est comme le Maurice Horiot de l'époque. Tu vois qui c'est? C'est le Adam Smith de l'époque. Tu vois, il y a des gens qui ont fait de l'économie ici quand même. Hein? En gros, c'est un légiste qui s'appelle Jean de Terre-Vermeil. En gros, c'est lui qui a les principaux écrits de la jurisprudence, la coutume de l'époque, ça nous vient de lui. Donc en fait, il décrit la théorie statutaire. Encore une fois, c'est une théorie, c'est une espèce de théorie qui permet de justifier le pouvoir, mais qui est issue de la pratique. Donc c'est pas très droit romain de faire ça. Mais en gros, il déclare que la succession ne se règle pas comme en droit privé, mais en référence à la coutume. Tu peux pas faire un contrat pour donner la France aux Anglais, parce que
à l'époque, voilà, les Français se disent on n'est pas des germaniques, enfin on n'est plus dans une culture germanique, on va gérer la France comme une propriété foncière. C'est la réalité de disponibilité de la couronne. Alors justement, c'était la ligne suivante, franchement, bravo. L'indisponibilité de la couronne, justement, le roi ne peut décider lui-même de sa succession. L'héritier n'est pas l'héritier de son père, il est l'héritier de la couronne. Il est le successeur, comme il disait à l'époque, légal et nécessaire. Légal, justifié dans le droit, parce que le droit, c'est Dieu. Et nécessaire, parce que il faut qu'il y ait quelqu'un pour la couronne. Conséquence, le roi ne peut pas abdiquer. Le roi ne peut pas abdiquer, il ne peut pas choisir ses héritiers, et les héritiers de sang ne peuvent pas renoncer à leurs droits. C'est très rigide, mais c'est ce qui a permis la continuité de la monarchie française. Dites-vous, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si vous prenez par exemple les Mérovingiens, ils ont tenu jusqu'au 8e siècle, entre le 5e et le 8e siècle. C'était immense. Il y a les royaumes, à côté d'eux, ils s'effritaient les uns après les autres. D'où l'intérêt de cette conférence, justement. Et on a bien évidemment la continuité royale. Complétez la phrase après moi, le roi est mort. Vive le roi. Voilà, le roi est mort, vive le roi. La fonction royale est permanente. Le roi ne meurt pas en France. Il y a toujours un roi. Donc, et ça, donc à l'époque des Carolingiens et des Mérovingiens, c'était beaucoup moins évident. Il y avait de la succession, mais pas trop. Sinon, il se faisait élire. Voilà, à ce moment-là, c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment l'âge d'or de la monarchie française. Et bien sûr, si le roi est mineur, quelqu'un d'autre prend la régence, dont les règles seront fixées par la coutume et un conseil de régence. Voilà. Je peux passer à la dernière slide, du coup ? Alors, là, du coup, on a dépassé l'heure. Je voulais vraiment arriver jusqu'à Louis XV, mais je vais dire 2 mots par rapport à Louis XV. C'était un monarque absolu. Il n'aurait pas dû agir comme il l'a fait, parce qu'il aurait dû se dire que, un peu comme Charlemagne, que le descendant, il ne pourrait jamais lui arriver à la cheville. Donc c'est pour ça que la monarchie absolue, alors j'irai pas jusqu'à dire que la monarchie absolue a précipité la fin de la monarchie, mais ça a quand même pas mal aidé. Parce que le roi, alors j'ai pas pu détailler cet aspect-là, mais le roi se base sur les notables, donc sur le peuple directement, les notables qui représentaient le peuple. Le roi faisait en sorte de ne pas s'aliéner les régions, les territoires. Il faisait tout pour que ça soit une monarchie qui soit tempérée. Par contre, il avait un droit qu'on appelait le lit de justice. S'il y avait une région, par exemple, qui refusait de faire passer un acte que le roi considérait comme important, d'abord on négocie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire passer cette loi ? Parce que notre coutume dit tel truc. Ok, vous ne faites pas passer cette loi. Voilà. Sauf qu'il avait le pouvoir de lit de justice. Si par exemple il y avait une loi qu'il considérait comme capitale, il venait dans le parlement de la région, il dormait là-bas, c'est pour ça qu'on appelle ça un lit de justice, il dormait. En gros, il passait des jours là-bas jusqu'à ce que le parlement cède. Et si le parlement était trop réfractaire, bien évidemment, petite guerre offensive pour reprendre un territoire, et je le passe à mon cousin. Et vous savez ce qu'on faisait des nobles dont on leur enlevait leurs terres à l'époque ? Vous savez ce qu'on en faisait ? On les envoyait dans des monastères. Voilà, comme ça ils sont encadrés, voilà. Il y a de la belle musique au moins. Quoi ? Il y a de la belle musique. Ouais, il y a de la belle musique, il y a de la bonne bière, il y a du fromage. Voilà. Pour moi, Louis XV, c'était un retour aux traditions germaniques. En fait, pour moi, Louis XV, la monarchie absolue, c'est un retour en arrière. Louis XV n'agissait pas pour Dieu ou pour le peuple, il agissait pour sa personne. Louis XV, il était prestigieux, mais pas populaire. C'est-à-dire qu'on le respectait, mais comme disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'être aimé, sauf que là, c'était quand même un peu extrême. Mais bon, j'ai pas fait tant de recherches que ça sur Louis XV. C'est pour appuyer, je pense que là, je prêche à des convertis, mais Louis XVI, c'était un roi qui se souciait réellement du peuple. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, parce que il s'est fait... Il demandait trop conseil aux aristocrates. Encore une fois, il n'y a aucun peuple qui échappe à ses lois, aucun pays qui n'échappe à ses lois. La France est faible quand elle obéit à des aristocrates. Louis XVI essayait trop d'écouter les gens autour de lui, et donc il tombait dans les intrigues d'une espèce d'élite. L'élite française a toujours été déracinée. Donc il tombait dans les intrigues de cette élite-là, qui d'un coup elle venait de là, d'un coup elle faisait des alliances. C'est une élite opportuniste, purement opportuniste, donc c'est dommage. Louis XVI n'aurait pas dû être là, il ne voulait pas être roi. Alors, dernière chose, donc pourquoi est-ce que j'ai fait cette conférence ? On accuse la monarchie de beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si c'est impossible. Mais on accuse la monarchie de beaucoup de choses. On accuse la monarchie de tyrannie, alors qu'il n'y a jamais eu autant de centralisation de pouvoir en France que sous la Révolution. On accuse la monarchie d'archaïsme. Dites-moi ce que la Révolution a inventé, à part la guillotine.
Qu'est-ce que la Révolution a inventé? C'est le roi qui a inventé les institutions. Le roi a inventé la notion de peuple. Les rois ont fait historiquement la France. On dit les rois ont fait la France en tant que slogan, tu vois, mais c'est complètement vrai. On accuse la monarchie, voilà, d'archaïsme alors que la Révolution n'a rien inventé. On accuse la monarchie de cruauté en faisant oublier les crimes de la terreur, de la Vendée et de la chouannerie. C'est un coup de maître. Je vois pas d'autres exemples aussi parlants. On a oublié tout ce que la terreur a fait. Tous les gens qui sont morts parce qu'ils ont dit Dieu. Tous les gens qui sont morts parce qu'ils ont appelé quelqu'un sire et ils l'ont pas appelé citoyen. On accuse la monarchie d'opprimer le peuple alors que ce sont les républicains qui ont tiré les paysans hors de leur champ pour les envoyer se faire charcuter dans une guerre qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils savaient même pas ce que c'était qu'un Autrichien. On les a tirés pour aller se battre, se faire charcuter face à leurs frères chrétiens d'Europe. Donc, c'est qui a fait ça? C'est la Révolution. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. J'ai fait cette conférence parce que je voulais absolument faire cette conférence parce que il y a beaucoup de gens qui reprochent beaucoup de choses à la monarchie. Ces gens-là, on a un millénaire et 200 ans d'histoire pour leur prouver qu'ils ont tort. Vive le roi! Vive le roi! Merci. Allez, tu me passes à dire maintenant.